nous allons avoir le deuxième exposé d'Anne Marchand qui va parler des cancers professionnels et en particulier de l'importance de la mémoire dans la traçabilité des expositions qui donnent lieu à des cancers professionnels. Merci. Alors, je vais faire moi aussi ma française au Canada, comme Frédéric Decosse hier, et regarder mes notes beaucoup plus que Marie-Ève n'a pu le faire. Bonjour à vous. Il faut parler lentement, c'est ça ? Je voulais tout d'abord remercier les organisateurs et organisatrices de cette conférence pour m'avoir invité à participer. Et la dimension internationale est vraiment féconde et merci de vous être dotés des moyens de la traduction pour des analphabètes linguistiques comme moi. Je poursuis actuellement une recherche doctorale en histoire et en sociologie sur les atteintes à la santé au travail et plus spécifiquement sur l'une des atteintes les plus extrêmes, le cancer du poumon. Cette recherche s'inscrit dans un vaste champ de recherche qui vise à interroger les facteurs qui rendent invisibles les risques cancérogènes au travail ou les risques pour la santé au travail en général. Je me saisis de cette question non pas à partir de la prévention, mais à partir du système de réparation des cancers, à la suite des travaux pionniers de Anit et Bomoni qui est intervenu les 2 derniers jours, en interrogeant les conditions de reconnaissance de ces cancers en maladie professionnelle à partir d'un point d'entrée particulier qui est l'expérience vécue en train de se vivre par des patients atteints de cancer dans leur démarche d'accès aux droits. Alors je vous propose une présentation en 3 points. Un rapide point de contexte tout d'abord, et je vais aller vite parce que Laurent Vogel a dit déjà beaucoup de choses hier. Juste rappeler que le cancer est la première cause de mortalité en France, que c'est une maladie qui est très socialement inégalitaire et que c'est également une maladie évitable, et que dans le cadre de cette maladie évitable, la responsabilité du travail est le plus souvent ignorée, les campagnes et les discours de prévention se focalisant toujours sur la responsabilité individuelle, les comportements individuels et l'hygiène de vie comme le tabagisme, l'alcool, l'alimentation, le sport. Et à cet égard, je fais une petite parenthèse parce que je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette publicité qui m'a été transmise par une organisation syndicale de mineurs. Donc dans une publication patronale des mines qui était le seul journal adressé à toutes les familles, qui arrivait dans toutes les familles, il y avait cette publicité, donc je la lis pour les anglophones, avec l'air pur, enfin une disque bleu filtre, ce qui est la marque de la cigarette, pour les mineurs du fond et du jour, et en plus petit, votre repos est plus profitable avec la disque bleu filtre. Donc cette parenthèse, c'est aussi pour rappeler que quand on oppose les discours de prévention, comportement individuel sur le tabac et travail, le tabagisme ne peut pas être appréhendé seulement comme une histoire individuelle et qu'il faudrait aussi étudier la responsabilité des conditions de travail dans la consommation de cigarettes. Donc là, on voit, ces mineurs ont pu gagner au tribunal une faute inexcusable de l'employeur en produisant cette publicité, alors que l'employeur opposait le tabagisme personnel du mineur à son cancer des poumons. Ensuite, on envisage la réparation des cancers professionnels. Je m'en empare dans le sens où elle participe à rendre invisibles les risques cancérogènes au travail. Alors sous plusieurs aspects. D'abord, les chiffres de la reconnaissance sont en décalage total avec la réalité. Sans rentrer dans les détails, parce que c'est aussi une discussion qui est sujette à beaucoup de controverses, pour ne m'en tenir qu'à des chiffres officiels en France, selon le plan cancer 2014, il y aurait 14 000 à 30 000 nouveaux cas de cancer chaque année qui seraient à relier au travail. Et selon les statistiques de la reconnaissance, moins de 2000 cas de cancer sont reconnus chaque année en indemnisation, et la majorité sur l'amiante, 81% ces dernières années sur l'amiante. Ensuite, on envisage la réparation le plus souvent sous son angle individuel, la possibilité d'une indemnisation, la protection sociale qui va avec, mais on oublie, on méconnaît ou on ignore le plus souvent ces enjeux collectifs, et c'est en ce sens que la réparation a un lien avec la prévention. Alors d'abord, pourquoi et comment ? D'abord parce que chaque maladie reconnue est l'indice par excellence de la présence d'un risque au travail et ouvre normalement la possibilité de l'éliminer et d'assainir le poste de travail.
Ensuite, lorsque la maladie est reconnue, son coût, celui des traitements, mais aussi celui de l'indemnisation, est normalement imputé à un ou plusieurs employeurs, avec l'idée que ceux-ci seraient d'autant plus intéressés, incités à prévenir la survenue des maladies que leur poids financier repose sur eux. Alors là, je vous ai fait un petit schéma du système en France, mais je pense que c'est un peu le même partout. Une maladie professionnelle qui est reconnue, elle est prise en charge par ce qu'on appelle chez nous la sécurité sociale ou l'assurance maladie. Mais peu de victimes le savent elles-mêmes. Derrière ce système, il y a en fait deux branches. Une branche maladie qui est financée par la collectivité, les salariés, les employeurs, et une branche accident du travail, maladie professionnelle qui n'est, elle, financée que par les employeurs. Donc toute maladie professionnelle reconnue est finalement prise en charge que par le financement des employeurs, et sur la base de cette quantité de maladies professionnelles reconnues s'établit chaque année un taux de sinistralité qui va déterminer le montant des cotisations pour les employeurs. Donc là, on voit bien le lien qui devrait exister entre réparation et prévention. Beaucoup d'intervenants l'ont rappelé hier dans leurs interventions. Il existe un phénomène important de sous-déclaration. Et en France, ce constat de sous-déclaration et de sous-reconnaissance est tellement partagé qu'il est acté par une loi, la loi de financement de la sécurité sociale, depuis une vingtaine d'années. Et chaque année, la branche AT-MP, donc vous l'avez compris, qui est financée par les seuls employeurs, est chargée, doit transférer à l'assurance maladie le coût estimé des maladies d'origine professionnelle qui auraient dû être déclarées ou reconnues en maladie professionnelle. Donc là, on voit une personne malade, par exemple une personne atteinte d'un cancer, va être prise en charge par le système d'assurance maladie à 100%, donc par la branche maladie et les cotisations de la collectivité. Donc au nom de cette sous-déclaration, de cette sous-reconnaissance, chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale détermine le montant que la branche AT-MP doit reverser à la branche maladie. C'est effectivement un montant qui est réellement sous-évalué et sous-estimé de l'avis même des personnes en charge d'établir ce montant, notamment en manque de données pour objectiver la quantité de maladies liées au travail. Alors parmi les multiples facteurs de sous-déclaration et de sous-reconnaissance, j'en ai retenu un pour cette présentation parce qu'il met en tension le passé et le présent, la réparation et la prévention. Le cancer est une maladie qui a un très long délai de latence, 10, 20 à 50 ans, qui peuvent séparer les expositions de la survenue de la maladie. Dans ce sens, les cancers d'aujourd'hui sont les expositions d'hier. Mais les expositions d'aujourd'hui, et Laurent Vogel a rappelé qu'elles étaient bien réelles et importantes, sont les cancers de demain. Je vais donc m'intéresser ici à la question de la mémoire du travail comme un enjeu pour la reconnaissance des risques cancérogènes au travail, hier et aujourd'hui. Je vais vous présenter quelques résultats qui sont issus d'un dispositif de recherche-action situé en Seine-Saint-Denis. Alors j'ai mis un peu sur la carte où c'était pour les personnes qui connaissent pas bien la France. C'est donc en région parisienne et plus précisément un département qui est vraiment sur la petite ceinture à l'est de Paris. Un département qui a longtemps été très industriel et qui accueillait notamment les industries polluantes dont ne voulait pas la capitale. Alors quel est ce dispositif d'enquête mené par le groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle en Seine-Saint-Denis, GISCOP 93, qui a été créé et dirigé par Annie Beaumony pendant 10 ans. Je vais aller vite. Il s'agit d'un dispositif de recherche-action qui existe depuis 2002, qui est mené auprès de patients atteints de cancer majoritairement bronchopulmonaires, qui nous sont signalés par les services hospitaliers. Et le cancer est pris ici comme un événement sentinelle vis-à-vis tout à la fois des expositions, avec chacun de ces patients, un entretien de reconstitution du parcours professionnel le plus précis possible est réalisé. Il est soumis ensuite à une expertise collective de personnes, de professionnels spécialisés dans les expositions, qui identifient ou non la présence de cancérogènes dans ces parcours de travail. Et il est aussi envisagé comme un événement sentinelle vis-à-vis des démarches d'accès à la réparation. Donc depuis 5 ans, j'ai accompagné près de 200 personnes et leurs familles dans leur démarche d'accès aux droits. Il s'agissait d'une majorité d'hommes, d'ouvriers et d'employés qui étaient retraités pour les 2 tiers, mais 1 tiers encore en activité. Et il s'agissait donc d'un accompagnement au long cours, ce qui a permis une approche ethnographique par le bas, en profitant d'un dispositif de partenariat avec la Caisse d'assurance maladie et un cabinet d'avocats spécialisés, ce qui m'a permis aussi d'accéder à la boîte noire de l'instruction et de voir comment
comment peuvent traiter et instruire les agents de la caisse de sécurité sociale. Donc pour accéder au droit, il convient d'abord d'être en mesure d'apporter la preuve de son travail et de ses expositions. Et les malades d'aujourd'hui doivent donc être en mesure d'interroger leur travail d'hier dans un contexte d'évolution des procédés de travail et de désindustrialisation. Mais quelles sont les traces, les preuves, les indices qu'il peut rester de l'activité cancérogène de travail ? Alors il apparaît d'abord que les preuves administratives du travail, c'est-à-dire les fiches de paye, les certificats de travail, les relevés de carrière, aucun de ces documents n'est en mesure de rendre compte des activités réelles de travail. Et je pense que Marie va bien montrer la différence entre le travail prescrit et le travail réel. Le travail prescrit est le plus souvent éloigné des activités réelles de travail. Et l'écart entre le prescrit et le réel est encore plus fort dans les situations de travail non qualifiées, où les travailleurs sont souvent très polyvalents. Le manœuvre en bâtiment peut préparer le ciment, mais aussi balayer, peindre, casser, toute situation exposante. Les situations d'intérim ou de sous-traitance sont celles qui masquent le plus l'activité, puisque l'employeur qui figure sur la fiche de paye ne dit rien des lieux effectifs du travail et encore moins des activités réelles. Deuxième obstacle à la nécessité de faire la preuve, c'est comment prouver une exposition à un cancérogène quand on ne sait pas que cette exposition a existé. Comment se souvenir de ce qu'on n'a pas perçu et de ce qu'on ne perçoit toujours pas ? Les risques cancérogènes sont pour la plupart imperceptibles et leur connaissance passe par une bonne information sur ces risques-là, une information qui n'a pas été donnée. Alors je vais vous prendre un exemple avec l'amiante, même si ça m'embête de parler toujours de l'amiante, puisque c'est en France le cancérogène le plus médiatisé, le plus popularisé, et que ça contribue largement à masquer les autres cancérogènes. Mais c'est quand même un exemple qui m'apparaît assez frappant. Nombre de personnes qui ont travaillé au contact de l'amiante ne savaient pas que c'était cancérogène. Mais aujourd'hui, même si elles savent que c'est cancérogène, elles peuvent ne pas savoir qu'elles ont été en contact avec ce cancérogène. Je pense à un cadre commercial à qui le médecin annonce qu'il a des fibres d'amiante dans les poumons, donc c'est une possibilité rare d'objectiver l'exposition à l'amiante. Le monsieur me dit, j'ai dit non, il n'y a pas de raison, je n'ai jamais été exposé à l'amiante. Mais devant l'assurance du médecin, il entreprend une recherche et découvre sur Internet une liste de produits amiantés diffusés par une association de victimes de l'amiante sur laquelle il reconnaît la marque du mastic qu'il utilisait lorsque 30 ans auparavant, il avait été vitrier. Alors, ce monsieur a eu beaucoup de chance parce qu'il n'existe aucun inventaire exhaustif aujourd'hui encore des produits contenant de l'amiante et en revanche, une stabilité des marques qui contribue à brouiller totalement les pistes. Alors, j'ai pris l'exemple du mastic de ce monsieur. Ce mastic existe toujours, enfin la marque existe toujours. C'est le mastic Perenator et aujourd'hui quand on le cherche, sur tous les catalogues de fournisseurs, on voit en surligné sans amiante à base d'huile végétale et synthétique. Donc c'est comment retrouver le caractère cancérogène de quelque chose qui porte toujours le même nom aujourd'hui et qui existe toujours. C'est encore pire pour les autres cancérogènes, d'autant plus ceux qui sont issus des produits de dégradation ou des effets cocktail de cancer et qui échappent eux à tout étiquetage. Ensuite, lorsque la personne est convaincue d'avoir été exposée à des cancérogènes, il lui faut rechercher des preuves. La population d'enquête est marquée par une grande mobilité professionnelle, en moyenne 6 employeurs par vie professionnelle, mais certains jusqu'à 30 ou 40 employeurs. En Seine-Saint-Denis, 80% des employeurs ont moins de 50 salariés, donc ce sont des petites entreprises, voire des très petites entreprises dans lesquelles n'existait pas de comité d'hygiène et sécurité et bien souvent pas d'organisation syndicale. Donc les procédés de production ont changé, les entreprises se sont transformées quand elles n'ont pas simplement disparu jusqu'à être effacées du paysage. Sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, la désindustrialisation a succédé à l'industrialisation, ce qui donne, alors j'ai essayé de l'illustrer rapidement, fin du 19e siècle, c'est une atmosphère champêtre en Seine-Saint-Denis. Dans les années 50, c'est vraiment l'industrie triomphante. Les années 80, les débuts de la désindustrialisation et les années 90, des friches qui
apparaissent sur le territoire urbain de la Seine-Saint-Denis. Moi, lorsque j'accompagne les patients qui, dans leur enquête, souhaitent retourner sur les lieux de leur emploi, cela donne ça dans le cas de petites entreprises de la métallurgie. Une fonderie en haut est devenue un terrain entre deux maisons de ville et une autre a carrément été transformée en maison d'habitation. Donc dans la maison d'habitation en bas, c'était une fonderie avec 4 fours de métal de zinc. À côté de ces traces invisibles, la mémoire institutionnelle elle-même des expositions est défaillante. Il existe un cadre de droit qui permettrait une certaine traçabilité, comme on dit, des expositions professionnelles, et notamment un article du Code de la sécurité sociale qui oblige les employeurs à déclarer leurs procédés de production dangereux, c'est-à-dire ceux qu'on retrouve inscrits dans les tableaux aux maladies professionnelles. Mais cet article n'est pas appliqué, tout comme il existe depuis 2001 seulement une obligation d'établir des attestations d'exposition, ce qui n'est pas appliqué non plus. Pire encore, les récentes lois qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle en France l'allègement du Code du travail ont supprimé ces attestations d'exposition. Donc le droit qui garantirait une traçabilité n'est pas appliqué et certains éléments sont même supprimés. Et on retrouve l'existence de cette défaillance dans l'instruction des dossiers en maladie professionnelle, dans le sens où les agents en charge de l'instruction vont s'adresser aux ingénieurs de prévention, aux inspecteurs du travail, pour leur demander si oui ou non il y avait des expositions à ces risques à telle époque, dans tel travail. Et ces acteurs sont surtout des acteurs de la prévention, donc mobilisés par le présent, qui ne possèdent pas non plus cette histoire. On voit alors sur les dossiers d'instruction des refus de reconnaissance en maladie professionnelle avec la mention « le risque ne peut être établi », ce qui ne veut pas dire que le risque n'existe pas, mais qu'aucun moyen n'existe pour l'établir. Dans cette quête des traces, des preuves, c'est intéressant de remarquer qu'il est parfois possible de faire un détour par le droit environnemental. En France, la séparation, le cloisonnement entre santé publique, santé environnementale et santé au travail est historique. Chacun de ces espaces s'appuie sur des cadres légaux différents, les corps d'inspecteurs différents et les exigences en matière de normes ne sont pas les mêmes. Mais ces espaces de droit laissent des traces qui peuvent être utilisées pour identifier les risques cancérogènes passés ou présents. J'ai 2 exemples en tête. C'est à partir de l'analyse de la qualité des rejets de l'air et des rejets d'eau d'une usine de fonderie de métaux précieux que les syndicats ont pu reconstituer la réalité des expositions aux cancérogènes des salariés de l'usine. Et c'est à partir de l'expertise sur la pollution des sols après la fermeture d'une entreprise que d'anciens salariés d'une verrerie ont pu découvrir à quels cancérogènes ils avaient pu être exposés et reconstituer une histoire collective d'exposition qui leur sert aujourd'hui dans leur lutte pour l'indemnisation. Dans cette quête des preuves, y compris environnementales, on remarque aussi qu'on peut se confronter à un autre type d'obstacle que j'ai appelé les archives interdites, en référence à un livre d'historien sur les archives des affaires d'État en France. C'est les refus de l'administration de livrer ce qu'elle connaît, ce qu'elle possède, voire le mensonge des administrations à l'égard de ces traces. Donc juste un exemple, en Seine-Saint-Denis, il y a une ville où il y avait une usine de broyage d'amiante qui avait fermé ses portes, qui était devenue une friche industrielle. Et lorsque son frère a été diagnostiqué d'un mésothéliome, Nicole Voide a entamé une enquête pour savoir où son frère avait bien pu être en contact avec l'amiante. Les anciens du quartier lui ont parlé d'une usine qui avait fermé ses portes depuis plusieurs années et qu'on appelait avant l'usine d'amiante. Elle est située au cœur d'un quartier résidentiel, entre un cimetière, un champ de légumes et l'école primaire qu'elle et son frère avaient fréquentée. Elle se rend à la mairie, s'adresse à la préfecture, obtient partout la même réponse, il n'y avait pas d'amiante. Je vous reproduis ici un extrait d'une lettre de 96 qui lui a été adressée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis en réponse à ses interrogations au début de son enquête. Cette lettre qui dit « Comme suite à la visite de contrôle effectuée par le service technique, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la société est fermée depuis 90, qu'elle a effectué le traitement de l'amiante jusqu'en 1940 pour l'armée et que cette activité n'a pas été reprise après la guerre. Je vous précise que de 45 à 90, elle fabriquait de la poudre de zircon et de mica pour l'industrie. Ainsi, lorsque l'activité a repris, des contrats de dépoussiérage ont été souscrits par la société. Actuellement, le site ne présente pas de danger particulier relatif à l'ancienne activité de broyage de minéraux. »
Face à cette incohérence, parce que ces affirmations étaient incohérentes avec les témoignages des anciens, elle et son mari ont poursuivi leur enquête et se sont acharnés au prix de ruses et d'habiletés diverses, ont obtenu 4 ans plus tard que les pouvoirs publics leur donnent accès aux pièces et reconnaissent qu'il y avait bien eu broyage d'amiante jusque dans les années 80. On a perdu confiance dans les institutions censées nous protéger, disent-ils aujourd'hui. Alors comme j'ai très peu de temps, en guise de conclusion et un peu de perspective, qu'on voit bien que le système de réparation en lien avec la mémoire du travail est inadapté aux transformations et aux marges du travail, qu'il y a une forte injustice sociale et un fort paradoxe à faire reposer sur le victime le soin d'apporter la charge de la preuve quand les pouvoirs publics eux-mêmes ne maîtrisent pas, n'ont pas fabriqué, ne possèdent pas cette preuve ou ne donnent pas l'accès à cette preuve. Et il y aurait à réfléchir sur comment construire collectivement les traces et les mémoires du travail. Donc ça peut passer par des instituts d'histoire du travail, peut-être sous l'organisation à l'initiative des organisations syndicales, des instituts d'histoire du travail qui ne seraient pas que des instituts d'histoire patrimoniaux, mais qui poseraient la question des risques au travail et des maladies au travail. Et puis une autre perspective à réfléchir, c'est quand on voit le temps passé, l'énergie passée, le besoin d'expertise pour obtenir l'indemnisation, ça pose aussi les questions de comment l'énergie et les luttes pour l'indemnisation ont laissé de côté l'énergie et les luttes pour l'interdiction, puisqu'en France un seul produit est interdit depuis 1996, c'est l'amiante, et pour le reste c'est prévention et réparation au bout du compte. Je vous remercie.